Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier David de l'association ESPUL, accompagné de mon collègue Fabien Michel qui est développeur de l'outil Thermix. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi deux personnes de GRDF qui vont pouvoir nous aider à y voir un peu plus clair sur le gaz vert, sur les perspectives du gaz vert et sur les packs hybrides. Donc, Michel Bazin qui est délégué CGRDF et Benoît Chantreuil qui est expert gaz de GRDF euh, et des pompes à chaleur hybrides. Voilà, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Donc, petit rappel sur Thermix. Thermix, c'est un outil qu'on a développé il y a quelques années à Espul. L'objectif, c'était d'outiller les conseillers Info Énergie, donc les conseillers Espace France Rénov, et puis potentiellement tous les acteurs qui sont amenés à faire des simulations sur des systèmes de chauffage. Et l'idée était de pouvoir facilement et rendre le plus facilement les comparaisons entre les différents systèmes, vous donner de l'information et puis pouvoir produire des rapports à communiquer aux porteurs de projets. C'est c'est une application qui est en ligne, qui est disponible sur le site thermix.org et qui est aujourd'hui entretenue par la communauté des utilisateurs de la suite logicielle Mixer. Et donc cette communauté est composée d'espaces conseils France Rénov et de collectivités. Et c'est un outil qui permet de faire énormément de choses et d'accompagner le conseil au sens large tout en gérant les contacts, suivre les projets. Et dans cette suite de logiciels open source, on a notamment Thermix qui permet les comparaisons de systèmes de chauffage. On a également EcoRénové qui permet d'évaluer l'intérêt de la rénovation énergétique globale, enfin, tout un ensemble d'outils. Donc Thermix est disponible sur le site thermix.org pour ceux qui ne font pas partie de la communauté Mixer. Et avec le soutien de GRDF, on a inséré dans l'outil Thermix la possibilité de prendre en compte le gaz vert, l'électricité verte et les packs hybrides. Les packs hybrides étant des systèmes qui sont assez récents, sur lesquels on n'a pas énormément de recul, on a le soutien de GRDF qui nous permet de pouvoir nous faire un retour déjà sur les premières installations, nous donner des éléments sur les éléments de chiffrage aussi, le dimensionnement, l'intérêt, les avantages, inconvénients. Donc, comme ça, on va pouvoir voir ça ensemble. Notre session devrait durer à peu près 1 heure. On va commencer par un aperçu plus global sur le gaz et la place du gaz dans le mix énergétique et la question du gaz vert. Ensuite, donc ça sera présenté par Michel Bazin. Ensuite, Benoît Chantreuil nous présentera les pompes à chaleur hybrides plus en détail, à la fois sur la partie technique et puis donc dans quelle mesure ce type d'installation va être adapté. Et à la fin de cette session, on fera une présentation de Thermix avec ces comparaisons de systèmes de chauffage, un petit exemple. À chaque étape, vous allez avoir la possibilité de nous faire poser des questions, on va avoir des temps d'échange. Donc, n'hésitez pas. Je propose Alors, à Michel d'attaquer. d'attaquer. Bonjour à tous, donc Michel Bazin. Alors j'ai un petit souci, moi je ne vois pas les slides qui se passent, donc si je suis un peu en décalage par rapport à ce qui est présenté, vous m'en excuserez. Donc moi je voulais vous dire deux mots sur le contexte actuel de l'énergie et puis bien entendu la place du gaz dans ce mix. Et puis un petit peu vous donner quelques perspectives effectivement du gaz et notamment du gaz vert. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, on est dans un mix énergétique complémentaire. Donc, c'est le slide 3 avec une jolie courbe. Je pense que vous êtes dessus. Donc, vous pouvez voir sur cette courbe la pointe de puissance hebdomadaire en gigawattheure. Donc, des besoins et de ce qui est consommé. Donc, on voit sur les bas de courbe, donc ce qui est en plutôt bleu marine, et puis après les bleus clairs, c'est tout ce qui est électricité. Donc, le bleu plus foncé, c'est les centrales nucléaires, et après, vous avez les électricités renouvelables. Ensuite, la partie jaune, donc on est sur le bois. Et tout en haut, on est sur le fioul et le charbon, le gris. Et vous voyez que ce qui fait en fait le tampon en 125 gigawattheures en puissance, c'est le gaz. Donc, on voit qu'aujourd'hui, le gaz est complètement intégré dans le mix énergétique, il est nécessaire.
Donc pourquoi? Ben, c'est simple, hein, parce qu'en fait, déjà, il se stocke, contrairement à beaucoup d'autres énergies, enfin, je pense notamment à l'électricité. Et effectivement, il est très facile d'accès avec tout le réseau que l'on a. Donc, à côté, nous avons un petit camembert qui vous donne un petit peu l'idée des consommations de 2022 par rapport à 2021. On a eu une baisse quand même des consommations de gaz de 9,3% au niveau France, hein, j'entends. Alors pourquoi? Ben, j'espère qu'il y a une majorité, enfin, un moment essentiel qui est la rénovation des bâtiments, qui font que les bâtiments sont moins énergivores. La deuxième chose, c'est la sobriété. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2022, les énergies ayant pris des montants monstrueux d'augmentation, ben, les gens ont beaucoup plus joué la sobriété, mais on voit que ça marche, hein. Et puis, effectivement, peut-être qu'aussi le gaz a quand même moins la cote, parce qu'on parle beaucoup de gaz en tant qu'énergie fossile. Et aujourd'hui, justement, c'est le moment de vous dire aussi que le gaz est en train de complètement se renouveler, si je puis dire, puisqu'il se verdit de plus en plus. Juste un petit parallèle, là, je vous ai mis 420 TWh, donc 430 par contre TWh de consommation de gaz. Juste pour vous faire un parallèle, on a consommé 450 TWh d'électricité. Donc, quand on entend de temps en temps le gaz, c'est fini, on va remplacer ça par de l'électricité, comme on peut le voir avec tout ce qu'on voit à la télé, le 100% élect sur tous les sujets, je pense qu'il faudra quelques années quand même avant de pouvoir produire toute cette électricité renouvelable pour pouvoir remplacer le gaz, si vraiment c'est la tendance. Mais c'est pour ça que nous, on pense que l'avenir, c'est vraiment le mix énergétique, comme on le voit sur cette courbe de puissance hebdomadaire. Si on passe sur le slide 4, c'est donc pour vous parler justement maintenant du gaz vert. Donc vous avez dû entendre parler du gaz vert. Aujourd'hui, le gaz vert, c'est essentiellement de la méthanisation. Donc je pense que vous savez un petit peu ce que c'est. Donc c'est de la fabrication de gaz à partir des déchets, hein. Déchets qui peuvent être déchets essentiellement agricoles, fumier, lisier, reste de culture intermédiaire et restes de plantes, ou également les biodéchets et les déchets des stations d'épuration. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a quand même 652 sites qui injectent du biométhane dans le réseau gaz. En 2022, on avait la puissance d'un réacteur nucléaire. En 2023, à l'été 2023, on a la puissance de 2 réacteurs nucléaires. Donc, pour faire un petit raccourci, ça veut dire qu'on a quasiment créé un réacteur nucléaire en un an. Bon, c'est un raccourci facile, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y en a quand même un certain nombre et ça représente 12 TWh, soit la consommation de 3 millions de foyers neufs ou 48 000 bus au biogène. Alors, en pourcentage, ce n'est pas énorme, mais effectivement, ça reste quand même 12 TWh. Et la tendance, pour nous, GRDF, on pense qu'on arrivera en 2030, c'est l'objectif de 11 réacteurs nucléaires, soit 20% de gaz vert dans le réseau de GRDF. Donc, on voit que le gaz vert, ce n'est pas juste une petite goutte d'eau, mais c'est quelque chose qui a vraiment, qui augmente de plus en plus. Alors, on a des fois quelques soucis d'acceptabilité et autres, mais comme tous les projets d'énergie renouvelable, mais les projets sortent de plus en plus pour arriver à ces chiffres-là. Si on passe sur le slide 5, il y a eu un rapport qui a été fait par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, sur l'avenir des infrastructures gazières. Parce que, comme je vous le disais, on nous parle de gaz, que va devenir le gaz. On se rend compte que sur ces scénarios-là, on a prévu 3 scénarios, hein. Donc, un scénario, on va dire, plutôt haut, à 320 TWh en 2050, un scénario médian à 245 et le scénario qui est plutôt bas, qui est à 165 TWh. Donc, parmi ces 3 scénarios, on voit qu'effectivement, la trajectoire, les consommations et les productions de gaz vert, on atteindra dans tous les cas de figure ces scénarios-là. Le scénario 1 de l'ADEME est basé essentiellement sur de la sobriété, donc ce qui est très bien, il faut en faire, hein, on est bien tous d'accord, je pense, là-dessus, mais il est quand même un peu moins réaliste. Donc, nous, on pense plutôt qu'on s'orientera plutôt sur le scénario 2, 3, on verra. Par contre, qu'est-ce qu'a dit le rapport de la CRE? C'est que ce réseau, il est quand même essentiel. Déjà, pour l'adapter, pour qu'il soit toujours fiable et opérationnel en 2050, on aurait besoin, alors je vais vous dire que de 6 à 10 millions d'euros. On va me dire que c'est énorme, mais quand on voit ce qu'il faut pour les réseaux électricité avec les besoins et même les autres réseaux, ça reste quand même très faible
pour que justement on puisse avoir un réseau en bon état. Le réseau de gaz reste effectivement nécessaire pour faire le lien entre les différents pays autour de la France. Et puis surtout, il va continuer à avoir une place importante dans le système gazier français et européen parce que, comme on l'a dit tout à l'heure en préambule, le gaz, c'est une énergie qui se stocke, contrairement à d'autres. Et c'est vrai que ça nous permet de le stocker l'été quand on en a moins besoin et de l'utiliser l'hiver quand on en a besoin. Donc voilà un petit peu tous les éléments qui nous font dire qu'effectivement le réseau gaz, enfin qui fait dire au rapport de la Creux que ce réseau gaz reste essentiel et a encore quand même de longues années devant lui. Maintenant, 2 mots sur la transition énergétique. Donc effectivement, je vous ai parlé des potentiels de production. Donc on va arriver à 20% de gaz vert grâce essentiellement à la méthanisation, mais pas que. Il y a d'autres façons d'avoir des gaz verts. On a également l'hydrogène, vous en entendez parler. On pense qu'il y aura également à peu près 22 TWh d'hydrogène. Et puis également de la pyrogasification, c'est du gaz vert fabriqué à partir de biomasse solide, comme les déchets de bois par exemple. Et puis la gasification hydrothermale ou la méthanation, donc c'est l'électricité excédentaire qu'on ne peut pas stocker l'été, que l'on peut effectivement recombiner avec du CO2 pour faire un gaz de synthèse. Donc avec toutes ces nouvelles productions, façons de produire du gaz vert, on pourrait avoir 100% de gaz vert à horizon 2050. Donc, c'est ce qui nous fait dire que le gaz a encore toute une belle vie devant lui. On ne va pas avoir que du gaz. Comme je vous disais, pour nous, l'avenir, c'est quand même le mix énergétique. Et pour cela, il faut continuer à le verdir et c'est ce que GRDF essaye de faire. Un petit mot du coup sur cette transition énergétique. Une ressource qui est hyper importante que l'on peut effectivement capter pour faire de la méthanisation, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, ce sont les biodéchets. Donc les biodéchets, vous savez qu'il y a la nouvelle loi AGEC qui demande à ce qu'on récupère tous les déchets des particuliers, mais les entreprises, les industries agroalimentaires, les grandes et moyennes surfaces avaient déjà ce devoir de récolter ces biodéchets. Et ces biodéchets se méthanisent. Alors, vous allez me dire, on peut faire du compost. Alors, c'est vrai qu'une solution ne s'oppose pas à l'autre. Le compostage est aussi valable. Mais on peut également faire de la méthanisation avec lorsque on est dans plutôt, on va dire, les habitats groupés, les centres-villes, etc. Et l'intérêt de faire effectivement du gaz, c'est qu'on a et du gaz vert, donc qui du coup est une source d'énergie, et une deuxième valorisation avec le digesta, qui est un engrais naturel qu'on peut épandre sur les cultures et ce qui est fait par nombreux des agriculteurs qui font de la méthanisation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le gaz vert. Et GRDF travaille de plus en plus, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. On pense effectivement que l'avenir c'est le mix énergétique, mais on pense aussi que l'avenir c'est l'hybridation. Et c'est pour ça qu'on porte cette PAC hybride qui en fait permet d'avoir une solution qui va avoir la bonne énergie au bon moment, avec l'avantage de la PAC d'électricité, de la calorie de l'air quand il fait doux, et puis effectivement d'avoir du chauffage gaz qui est facile avec l'hiver quand il commence à faire un peu plus froid. Mais mon ami Benoît va vous parler de ça dans le détail après. Je voulais voir du coup si vous avez quelques questions sur ce que je vous ai dit, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, ou si c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous souhaitez intervenir. Oui, bonjour, moi j'ai une question, Robin, Alec de Lyon. Tout à l'heure, vous parliez d'équivalence en réacteur nucléaire. Et je me demandais, moi j'ai pas l'info, à l'échelle de la France, il y a combien de réacteurs nucléaires aujourd'hui en comparaison avec l'équivalence réacteur nucléaire biogaz? Alors, je ne sais pas combien il y en a en France, parce que ça, c'est des données plutôt électriques. Moi, je ne les connais pas. Je ne peux pas vous répondre à cette question. Je peux essayer de me renseigner, mais je ne sais pas combien il y en a en France aujourd'hui. Alors, il y en a 56. Oui, il y en a, depuis la fermeture de Fessenheim, il y en a 56 en France. Donc, bon, voilà, ça donne une idée du rapport qui n'est pas encore trop en faveur du biométhane, mais voilà, 2 réacteurs, ça devient significatif. Ok, merci. Bonjour, moi j'avais une petite question sur la possibilité d'acheminer le gaz vert sans réseau. Est-ce que c'est possible par camion, un peu comme les propaniers?
Alors, effectivement, il y a eu des études sur ce qu'on appelait le gaz porté. Donc, ça peut être effectivement fait dans certains cas. Après, l'idée, c'est de pas de rouler avec des camions et avec du gaz, mais ça peut être fait pour ravitailler, par exemple, si un méthaniseur est loin du réseau et que le raccordement coûterait trop cher et en même temps il ferait un dégagement de CO2 qui serait pas du tout intéressant, on peut effectivement l'acheminer par camion, mais c'est pas les solutions les plus poussées par notamment par GRDF. Oui, je comprends. Mais Mais il y en a eu l'absence de effectivement réseau dans les territoires ruraux, ça peut être fait. Après, il faut toujours, comme souvent, malheureusement, regarder la rentabilité et l'intérêt de la chose. Alors, ce qui est fait quand vraiment le réseau est très loin, souvent les gens qui fabriquent, qui font de la méthanisation, ils vont faire du coup derrière de l'électricité avec, la cogénération et de l'électricité. D'accord. Ok, Et merci. l'utiliser quand on est loin du réseau. Hein, donc. Merci. Une autre question? J'ai l'impression que non. On va pouvoir passer donc au zoom sur la PAC hybride, Benoît. Très bien, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter la pompe à chaleur hybride, qui est donc l'association d'une PAC RO et d'une chaudière en général à condensation au gaz ou au fioul, même si dans la suite de la présentation, je vais quand même plus vous parler du gaz. C'est une version plus moderne des PAC dites en relève de chaudière qui sont apparues au moment de la RT 2012 pour répondre aux exigences notamment de production d'énergie renouvelable ou de consommation d'énergie renouvelable plutôt qui était imposée dans les maisons individuelles construites donc à partir de l'application de la RT 2012, modernisée parce que les régulations sont désormais plus intelligentes, là où la PAC en relève de chaudière c'est un système où la chaudière simplement prend le complément de puissance de la PAC que la PAC ne peut pas apporter. Avec les packs hybrides, on a vraiment une optimisation du fonctionnement des deux équipements sur la plage de fonctionnement où ils sont les plus performants. Donc typiquement, en dessous d'une certaine température, si on veut optimiser notamment l'énergie primaire consommée par le système, on fera plutôt fonctionner la chaudière que la PAC, puisque la PAC voit ses performances se dégrader en dessous d'une certaine température. Mais il peut y avoir d'autres critères, comme les critères notamment liés à la facture énergétique, voire les émissions de CO2. Et aussi un facteur de modernisation, c'était le fait que désormais les packs hybrides soient vendus, proposés par les fabricants sous la forme de produits uniques, packagés, vendus des fois sous la même enveloppe pour ce qui est des unités intérieures. Et d'ailleurs, c'est comme ça que l'entendent les pouvoirs publics. La définition de la PAC hybride par les pouvoirs publics, notamment celle qui donne droit aux aides, c'est une définition assez restrictive une PAC qui comporte un appoint fonctionnant avec un combustible liquide ou gazeux. Donc on voit que c'est restreint à ces systèmes packagés et restreint d'ailleurs à l'individuel. Dans le collectif, on parle aussi de PAC hybride au sens plus large quand on associe chaudière et PAC, mais vu des pouvoirs publics, ça n'est pas ça qu'on appelle une PAC hybride. Il y a un petit exemple à droite qui montre les régimes de fonctionnement possibles de la PAC et de la chaudière. Donc là, c'est lorsqu'on optimise le fonctionnement du système sur l'énergie primaire, c'est-à-dire qu'on va laisser la pompe à chaleur fonctionner et couvrir la totalité des besoins quand la température reste clémente. Ensuite, en dessous d'une certaine température, la PAC atteint sa limite de puissance et c'est la chaudière qui prend le complément de puissance pour couvrir les déperditions du logement. Et en dessous d'une certaine température de bascule, optimisée, donc calculée pour minimiser globalement l'énergie primaire consommée par l'équipement, c'est la chaudière qui va prendre intégralement le relais de la PAC. Donc voilà pour le tableau général de fonctionnement de la PAC hybride. Alors après, si on passe à la slide suivante, c'est un petit exemple sur lequel je vais passer rapidement de dimensionnement, en fait, de comparaison du dimensionnement d'une PAC électrique seule, en jaune, avec une PAC hybride en bleu. Donc on a le cas de la rénovation à gauche, enfin rénovation plutôt une maison représentative du parc existant, et à droite, un logement représentatif plutôt d'une construction neuve. Ce qu'on voit, c'est que dans le cas d'une PAC électrique en jaune, on a intérêt à minimiser au maximum le recours à l'appoint électrique. Dans la plupart des PAC Hero électriques, il y a un appoint à effet joule.
Et évidemment, cet appoint est forcément beaucoup moins efficace que la PAC et coûteux. Donc, on a intérêt à minimiser la plage de fonctionnement de cet appoint et donc à dimensionner la PAC pour qu'elle couvre la quasi-totalité des besoins de chauffage et même à température de base, donc quand la température est très froide, aussi la quasi-totalité des déperditions. Avec la PAC hybride, c'est pas tout à fait la même philosophie, hein. On a un appoint qui est performant, la chaudière à condensation au gaz, et donc là, l'idée, c'est de dimensionner la PAC de telle façon à optimiser le fonctionnement global de l'équipement et à la fois la consommation d'énergie et les coûts de l'équipement. Et donc, la puissance optimale du module PAC, elle se situe plutôt dans une plage de l'ordre de 50% des déperditions à la température de base. On considère qu'une PAC hybride bien dimensionnée, c'est une PAC, c'est un module PAC qui couvre entre 40 et 60% des déperditions à la température de base. Donc c'est à peu près la moitié de la puissance d'une pompe à chaleur seule. Donc voilà, pour le dimensionnement. Ensuite, j'avais mis une planche sur les. Alors oui, donc si on veut continuer la comparaison entre PAC et PAC hybride, on peut s'intéresser aux ventes d'équipements. Et là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de match, hein. Les ventes de PAC Hero ont vraiment explosé ces dernières années, notamment sous l'effet des aides à la rénovation. Alors, les packs hybrides donnent droit aux mêmes aides, donc on peut se dire, il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas dans les mêmes proportions, mais évidemment, c'est un produit plus récent, qui n'est pas encore tellement mis en avant, hein. La PAC hybride souffre d'un déficit de notoriété assez important par rapport à la PAC Hero. Et puis, il y a un autre problème, c'est que l'intérêt économique est limité par le fait que les tarifs de l'électricité ne prennent pas bien en compte finalement la valeur qu'apporte la PAC hybride pour le système électrique. On va revenir sur ce point-là ensuite, mais la plupart des clients, des consommateurs d'électricité, en tout cas les ménages, sont sur des offres de fourniture d'électricité qui ne marquent aucune différence entre les heures de pointe et les autres heures de l'année, hein. La plupart des gens sont sur des tarifs dits de base, donc un prix sur toute l'année, ou heure pleine, heure creuse, donc il y a juste une différence entre jour et nuit. Mais pas de différence entre pointe et autres heures. Il n'y a que quelques tarifs qui le font. Et donc ça évidemment, c'est un frein au développement de la PAC hybride parce que la PAC hybride, justement, elle a une valeur pour écrêter les pointes électriques et pour éviter de consommer à ces moments-là. Donc, il faut faire en sorte que les tarifs puissent refléter cette capacité et ce n'est pas encore bien le cas. Euh, voilà pour les ventes de packs hybrides qui sont quand même très limitées à environ 5000 donc, équipements par an. Là, je ne vais pas revenir sur cette planche qui a déjà été présentée un peu sous une autre forme, hein, par Michel, mais qui montre donc finalement le mix énergétique actuel, mais en puissance. Une vision qu'on n'a pas forcément classiquement, hein. C'est-à-dire qu'on superpose les puissances maximales appelées pour chaque énergie et pour tous les besoins, hein, sauf peut-être le transport. Mais sinon, on a toutes les énergies, notamment les énergies de réseau. Et ce qu'on voit, c'est que cette consommation, cette demande est extrêmement thermosensible, hein, un rapport de 1 à 4 entre la consommation d'été et d'hiver, et que ce sont logiquement les énergies stockables, hein, qui apportent le complément à l'électricité en hiver. Donc voilà, on voit bien l'intérêt d'une hybridation du mix énergétique, y compris de façon décentralisée, hein. Donc c'est ce qu'apporte la PAC hybride, la possibilité de choisir la meilleure énergie selon le moment de l'année, la période de l'année, et donc en particulier en période de grand froid, on a plutôt intérêt à basculer sur une énergie flexible et stockable comme le gaz, d'autant que c'est le moment où d'une part l'électricité est la plus carbonée, et d'autre part, les pompes à chaleur voient leur performance se dégrader nettement. Voilà. Ensuite, on avait une planche sur le CO2. Oui, donc ça, c'est pour battre en brèche en fait une idée qui est quand même assez répandue, selon laquelle une PAC hybride, ça émet nécessairement plus de gaz à effet de serre qu'une pompe à chaleur électrique. Bon, ça se comprend parce que cette idée se répande, hein, parce que effectivement, la PAC hybride, c'est l'association d'une PAC et d'une chaudière. Donc, on se dit, bah, la chaudière fonctionnant aux énergies fossiles, hein, fuel ou gaz de réseau qui est encore majoritairement fossile, nécessairement, bah, les émissions globales de l'équipement vont être supérieures à celles d'une PAC qui fonctionne exclusivement à l'électricité, qui est une énergie décarbonée.
Mais ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut raisonner. La PAC hybride, elle vient en remplacement d'une chaudière. Et donc, selon qu'on installe une PAC ou une PAC hybride, on n'a pas la même consommation d'électricité supplémentaire. C'est cette consommation d'électricité supplémentaire dont il faut comparer les émissions. Alors ça, c'est pas si évident, hein. Il faut un modèle d'équilibre offre-demande, notamment à l'échelle européenne, parce que l'augmentation de la demande, notamment de la demande de pointe en France, elle a un impact sur l'ensemble du parc électrique européen, hein, puisque les pays sont très interconnectés sur la plaque européenne. Il se trouve que RTE a ce modèle et a fait l'exercice avec l'ADEME en 2020 dans une étude qui s'appelait donc réduction des émissions de CO2, impact sur le système électrique. Et ils ont testé en particulier l'impact du comparé, du déploiement de 1 million de packs hybrides d'un côté et d'1 million de pompes à chaleur électriques. Et ils arrivent à la conclusion intéressante que à 2035, les émissions associées au scénario de déploiement de packs hybrides sont identiques aux émissions du scénario de pack électrique seul. Et évidemment, dans le cas de la PAC hybride, on économise quand même pas mal sur la pointe électrique. Donc c'est une conclusion qui est intéressante, et d'autant plus intéressante que là, on se place déjà dans une perspective où les besoins finalement de chauffage des logements seront quand même beaucoup plus faibles, en 2035. En tout cas, c'est l'hypothèse qui est faite, contexte de forte efficacité du bâti, comme vous le voyez sur le titre du graphique, qui est extrait de cette étude. Et en plus, les hypothèses ne sont pas forcément favorables à la PAC hybride, parce qu'ils prennent en compte une modélisation assez simple où la PAC couvre 70% de la chaleur des logements, ce qui est relativement faible par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui, et où il n'y a pas vraiment il y a une optimisation qui est faite uniquement sur la base de la température extérieure, alors qu'on peut faire mieux, on peut optimiser notamment en fonction du degré de tension sur le système électrique et avoir des meilleurs résultats. Donc c'est quand même plutôt encourageant. Ça veut dire que voilà, les émissions associées au PAC hybride sont au moins aussi faibles que celles des pompes à chaleur électriques, ce qui n'est pas vraiment reflété dans les facteurs d'émission utilisés dans la réglementation, malheureusement. En termes de coûts, si on passe à la slide suivante, il y a évidemment un intérêt assez fort à la PAC hybride. Là, c'est un graphique qui est extrait, que je ne vais pas forcément commenter très en détail, mais qui est extrait d'une étude commandée par l'association Coenov, à Artelis, qui est un consultant qui justement dispose aussi, comme RTE, d'un modèle d'équilibre offre-demande d'électricité à la maille européenne, et qui est capable de faire ce type de calcul, donc en CO2 et en termes économiques. Donc là, ils ont montré que un scénario de déploiement de PAC hybride, alors à l'horizon 2050, donc qui est un horizon lointain, mais qui est intéressant, parce que ça veut dire que même dans des logements très très bien isolés, c'est ça la conclusion, rénovés au niveau BBC en 2050, on a un intérêt économique vu de la collectivité plus fort à aller vers les PAC hybrides que vers les PAC ELEC, parce que les économies qu'on fait sur la pointe électrique ont un impact assez significatif en termes d'économie en euros, sur le développement du réseau électrique et le développement du parc de production. Donc on voit que là, ils mettent en lumière un écart de 1 milliard d'euros entre les deux scénarios, donc PAC hybride d'un côté, PAC ELEC de l'autre, sachant que la différence entre les deux, c'est 5 millions de logements équipés donc, dans un scénario de PAC hybride, dans l'autre de PAC électrique. Voilà, et donc cette valeur-là, elle est visible à long terme selon les calculs, mais elle est probablement encore plus forte aujourd'hui, puisque on est dans des bâtiments qui sont relativement peu isolés par rapport à ce qu'on peut espérer qu'ils seront en 2050. Et donc, il est évident que la capacité d'effacement apportée par les packs hybrides a une valeur forte pour le système électrique et donc pour la collectivité. Ensuite, juste un mot, voilà, je vais parler du DPE après, mais juste un mot sur les coûts vus des ménages aujourd'hui. Alors là, ce qu'on a représenté sur le graphique, c'est les coûts d'investissement typiques dans des solutions de chauffage et production d'eau chaude dans une maison. Donc, bon, là, j'ai pris comme référence les coûts qui sont donnés par les pouvoirs publics dans le rapport de l'ONRE, là, sur notamment les travaux aidés par MaPrimeRénov' en 2022. Donc ça, c'est vrai pour tous les équipements, sauf la PAC hybride pour laquelle il n'y a pas de statistiques spécifiques, et aussi les radiateurs électriques
pour laquelle du coup on a fait une petite estimation, hein. Alors justement sur la PAC hybride, c'est ça qui nous intéresse. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est le coût d'installation, de fourniture et de pose pour un ménage, il est à peu près similaire à celui d'une PAC Aero, voire un peu inférieur. C'est-à-dire que si la PAC hybride est bien dimensionnée, donc comme je l'ai dit, dans une plage de puissance pour la PAC comprise entre 40 et 60% des déperditions à la température de base, on doit pouvoir avoir une économie par rapport à une PAC RO pour couvrir les mêmes besoins de l'ordre de 1000 à 2000 euros. Et ça, évidemment, c'est lié au fait que la PAC étant de plus faible puissance, il y a une économie assez forte sur cette partie-là, puisqu'on sait que le prix de la PAC est presque directement lié à sa puissance. Donc le fait de devoir ajouter une chaudière, finalement, globalement, permet quand même des économies, quoi. La somme chaudière plus PAC de plus faible puissance génère un coût d'achat et de pose qui est en général inférieur. En tout cas, c'est ce qu'on a pu constater à partir des devis qu'on a pu collecter, notamment via l'association professionnelle du gaz. En moyenne, on a des coûts d'installation en ce moment de l'ordre de 13 000 euros, là où les pouvoirs publics indiquent un coût moyen de 14 000 pour la PAC RO. Donc, bon, si la PAC est bien dimensionnée, petit avantage sur l'investissement. Après, qu'en est-il en termes de coût complet? Donc ça, c'est l'objet du graphique suivant. Vous retrouvez, alors les barres bleues, cette fois-ci, elles sont divisées par une durée de vie normative des systèmes. Donc j'ai pris 17 ans dans tous les cas. Je ne me suis pas trop posé de questions. Donc on peut voir ça comme un investissement annualisé sur la durée de vie de l'équipement. Et puis à cet investissement, on ajoute les coûts de maintenance en orange et la facture énergétique en gris. Et alors, sur les coûts de maintenance, bon, il y a différentes sources, notamment le CINASAV, qui indique que effectivement, pour une PAC hybride, la maintenance coûte un peu plus cher que pour une PAC RO. Il faut compter de l'ordre de 200 euros par an pour une PAC RO, plutôt 250 euros pour une PAC hybride. Donc, c'est logique parce qu'il faut faire une double maintenance, chaudière et PAC. Mais alors, on voit que sur la facture, ce qui est intéressant, c'est que et c'est pour ça que j'ai mis deux types de packs hybrides, hein. Vous demandiez peut-être dans le graphique précédent, parce que c'était les mêmes coûts d'investissement, mais là, on voit l'intérêt. En fait, la facture énergétique dépend quand même beaucoup du mode de régulation de de la PAC hybride. En particulier, si la PAC hybride est régulée simplement sur la consommation d'énergie primaire, donc c'est-à-dire sur une température de bascule, là, globalement, il n'y a pas un intérêt économique très fort à aller vers la PAC hybride, en tout cas une facture énergétique qui est en général plus élevée, notamment du fait du double abonnement gaz et électricité. En revanche, si on a recours à un tarif à effacement, qui est vraiment la tarification pertinente pour la PAC hybride, comme je le disais, donc il y a un tarif qui est totalement adapté, c'est le tarif réglementé Tempo d'EDF. Donc là, on a vraiment pris les derniers prix disponibles, en particulier les tarifs d'électricité de février qui ont été mis à jour là ce matin. On voit qu'il y a un intérêt à la PAC hybride en coût global aussi par rapport à la PAC électrique. Donc là, dans la maison qu'on a testée, 108 mètres carrés, avec des simulations qui ont été faites justement sur la base du DPE, on met en lumière un écart en faveur de la PAC hybride, optimisé sur la base du tarif Tempo, de l'ordre de 150 euros par an. Donc voilà, résultat très dépendant finalement du mode d'optimisation de la PAC hybride, avec donc potentiellement un avantage à la PAC hybride par rapport à la PAC élec si on fait attention finalement à tous les paramètres, puissance de la PAC et type de tarif, enfin régulation et type de tarif, notamment d'électricité utilisée. Voilà, et donc pour finir, j'ai peut-être été un peu long, mais je vais faire vraiment rapide sur cette planche. Je voulais juste parler 2 secondes de la modélisation de la PAC hybride dans le DPE. Donc désormais, la PAC hybride est prévue en tant que telle dans le DPE. Ce n'était pas le cas avant la réforme de 2021. Avec une modélisation qui est assez fruste, c'est simplement une combinaison. On considère que la PAC hybride, c'est une combinaison linéaire finalement d'une pompe à chaleur électrique RO et d'une chaudière à condensation, avec un coefficient qui apparaît là dans le premier tableau, qui représente finalement la part normative des besoins de chauffage couverts par la PAC et par la chaudière en fonction de la zone climatique. Bon, là, il n'y a pas forcément grand-chose à dire dans le sens où, alors évidemment, c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir une estimation qui dépende réellement des performances de la PAC et des déperditions du logement. Et ces chiffres-là peuvent dépendre de ces facteurs. Mais en moyenne,
les chiffres là, de 80 à 88% de taux de couverture par la PAC sont à peu près bien calés. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu constater sur un certain nombre d'exemples. Là où le bas blesse, c'est que comme c'est une combinaison linéaire PAC chaudière, ça ne prend pas en compte finalement tout l'aspect d'optimisation des équipements, hein, le fait qu'une PAC hybride, elle est pertinente justement pour tirer profit de la PAC au moment où elle est la plus performante et faire fonctionner la chaudière sur les autres heures. Et donc ça se voit par le fait que finalement les coefficients de performance qui sont retenus là pour le module PAC de la PAC hybride bah, sont les mêmes que ceux de la PAC RO, donc ça c'est quand même un premier problème. Deuxième problème, on considère que la fourniture d'eau chaude est assurée à 100% par la chaudière. Or, dans les faits, dans un certain nombre de cas, notamment dans la construction neuve, les PAC hybrides qui sont installées, elles font du préchauffage de l'eau chaude par la pompe à chaleur, et donc évidemment ça améliore les performances. Et puis, troisième problème, et non des moindres, hein, c'est celui des émissions de CO2. C'est-à-dire que là, on considère juste les émissions de CO2 normatives, hein, de l'électricité, du chauffage électrique d'une part, hein, 79 grammes par kilowattheure, et du gaz d'autre part, 227 grammes par kilowattheure, sans considérer tout le bénéfice qu'apporte en réalité la PAC hybride sur l'optimisation des équipements et finalement, comme on l'a vu dans les résultats de l'étude de ADEME et RTE, le fait qu'au global, les émissions d'une PAC hybride soient à peu près comparables à celles d'une PAC électrique en remplacement d'une chaudière. Ça n'est pas bien pris en compte. Voilà, et donc ça fait la transition vers la présentation que vous aurez des modifications de Thermix qui s'inspirent largement de la méthode des DPE, mais qui s'en écartent pour certains aspects, je crois. Voilà, donc n'hésitez pas à poser des questions sur la PAC hybride. Alors, il y avait des questions dans le chat, mais j'ai pas eu le temps de les regarder. Donc, on peut le faire. Il y avait une première question sur les abonnements. Le Oui. fait qu'on ait un cumul d'abonnements, l'abonnement gaz et l'abonnement élec. Donc, même si on a un abonnement élec qui est minoré, hein, parce qu'on a un appel en puissance qui est plus faible sur la PAC hybride, c'est dans quelle mesure ça impacte le bilan global. Et ce que le témoignage disait que c'est beaucoup de particuliers étaient refroidis justement par le fait de cumuler ces deux postes de coût. Oui, tout à fait. Non, mais c'est légitime. Alors, le fait qu'il y ait 2 abonnements, c'est normal, hein, parce que c'est un équipement qui utilise à la fois le gaz et l'électricité, donc les réseaux de gaz et les réseaux d'électricité. Et ces réseaux, ils sont caractérisés par des coûts fixes. Donc, c'est logique qu'il y ait un abonnement pour les 2 énergies. Après, la question, c'est est-ce que le gain éventuel sur la part variable, hein, sur le prix de l'énergie en euros par mégawattheure, permet de compenser cet effet de double abonnement? Et la réponse est non, si on reste sur un tarif de l'électricité qui ne marque pas de différence entre la pointe et les autres heures, hein, de type tarif base ou heure pleine heure creuse. C'était ce qu'on voyait dans le graphique de comparaison juste avant là, sur les coûts complets. En revanche, si on opte pour un tarif qui permet justement de valoriser les effacements, type tarif tempo, mais il y en a d'autres, puisque maintenant il y a des offres de marché qui fleurissent notamment suite à une délibération de la CRE qui impose aux fournisseurs de plus de 200 000 clients de proposer des offres à effacement. Ces offres-là, elles permettent justement de valoriser convenablement la capacité d'effacement de la PAC hybride et le gain qu'on tire sur cette partie, donc le fait de s'effacer aux heures de pointe et donc de bénéficier d'un prix de l'électricité plus faible sur les autres heures, bah, ça compense, ça fait plus que compenser l'effet du double abonnement. Mais c'est compliqué à expliquer. C'est aussi techniquement un peu compliqué à mettre en place parce que ça suppose que le module PAC de la PAC hybride doit être délesté au moment des heures de pointe. Donc avec le compteur Linky, c'est faisable, hein, mais ça demande une manipulation en plus de l'installateur. Donc ça risque de prendre un certain temps avant de se développer. Néanmoins, c'est la solution la plus économique globalement. Merci. Il y avait une autre question de Pierre sur les systèmes permettant de transformer une PAC élec en PAC hybride. Est-ce qu'il existe des moyens de les transformer? Alors oui, alors c'est toujours possible, hein, c'est toujours possible d'installer une chaudière. Alors c'est plutôt dans l'autre sens qu'on raisonne en général, parce que les PAC hybrides, donc PAC hybrides au gaz, hein, je parle surtout de ça, elles ont surtout du sens dans un logement qui est déjà au gaz. Si on a un logement qui est simplement équipé d'une PAC électrique, installer une chaudière, ça suppose quand même de pouvoir se raccorder au gaz. Alors s'il y a déjà un branchement gaz, ça peut être pertinent, mais s'il s'agit de tirer un branchement, éventuellement une extension pour aller se raccorder, bon là, ça perd un peu de son sens. En revanche, dans l'autre sens, ça peut être très pertinent d'installer une PAC électrique en complément d'une chaudière qui existe déjà. Ça, c'est donc une autre forme de PAC hybride au sens large.
On a une chaudière qu'on a achetée depuis peu de temps, qui peut être donc à condensation. Enfin, si elle est récente, elle est une chaudière performante à condensation. Et donc là, ça peut être pertinent plutôt que de supprimer carrément sa chaudière et d'installer une PAC hybride, d'installer une PAC électrique de petite puissance qui va faire le complément à la chaudière et qui peut être régulée de manière intelligente avec la chaudière qui est déjà en place. Donc c'est plutôt vers ce type de système qu'on devrait aller plutôt que l'inverse. Installer une chaudière en complément d'une PAC, ça a moins de sens. Voilà, je Ça sais peut pas s'il y être a à la d'autres place questions. d'une chaudière fuel. C'est Michel, juste, ça peut être aussi Oui. à la place d'une chaudière fuel qu'on voudrait changer, quoi. Oui, bien sûr, à la place d'une chaudière fuel. Donc là, on peut mettre une PAC hybride fuel, c'est disons le plus logique. Une PAC hybride gaz, mais la PAC hybride gaz, ça suppose de pouvoir se raccorder au réseau. Donc il y a cette complexité supplémentaire. Mais effectivement, si on a vraiment le réseau qui passe dans la rue, disons que c'est un peu dommage de ne pas en profiter. Oui. J'avais juste une petite question. Est-ce que vous m'entendez tous? Oui. Oui. Ok, parfait. Quel est l'intérêt de mettre, est-ce que la PAC à absorption sera un concurrent direct à l'hybride du coup? Parce que là, on parle beaucoup d'hybride avec une chaudière physique et une pompe à chaleur électrique, mais est-ce que avoir les deux en un avec l'absorption, ce serait intéressant? Alors, PAC à absorption gaz, hein, pour le coup. Hein. Donc Oui, oui, bien là, c'est sûr. un équipement 100% gaz. Oui, on pense que ça a du sens. Après, c'est pas tellement développé. Alors, ça existe pour le collectif, hein, pour le chauffage collectif. Là, il y a des équipements qui sont proposés sur le marché. Ça reste assez confidentiel, hein, comme c'est plutôt un marché de niche. Je pense que ça peut être tout à fait pertinent. Après, j'ai l'impression que comme il y a assez peu de produits qui sont vendus, c'est aussi des produits qui sont assez chers. Donc, il faut voir si l'équilibre économique est assuré. Ça, c'est pas sûr. En termes de performance, en revanche, c'est tout à fait satisfaisant. On a des rendements sur les packs à absorption qui peuvent aller jusqu'à 130-140%. Donc, ça peut être meilleur globalement qu'une PAC électrique. Ouais. Ok, merci. Mais c'est quelque chose qui n'est pas développé dans l'individuel. Alors, cela dit, on a compris qu'il y a des fabricants qui réfléchissent à proposer ce produit, y compris pour les maisons individuelles. Notamment Ariston qui commence déjà à développer ce produit en Italie, donc ça pourrait venir en France. Moi, j'ai une question sur le taux de couverture qu'on peut espérer, le taux de couverture de la Ouais. PAC. Il ne Oui, me semble pas alors, que vous ayez donné des ordres de grandeur. alors Vous avez ouais. parlé du dimensionnement par rapport à la puissance nominale, Mm. mais pas du taux de couverture. Voilà. Alors, j'en ai parlé au moment justement sur cette planche-là, en disant que les taux de couverture qui étaient prévus dans le DPE, hein, donc de 80 à 88% des besoins de chauffage par la PAC selon la zone climatique, sont bien calés. Donc, c'est ce qu'on observe à peu près en moyenne, hein, même si ça peut diverger pas mal. Dans la réalité. Alors, sachant que depuis 2022, il y a une obligation réglementaire hein, qui existe, c'est-à-dire que pour bénéficier des aides à la rénovation, donc initialement c'était les C2E, mais cette règle a été étendue aussi à MaPrimeRénov', il faut que la PAC, le module PAC de la PAC hybride, couvre plus de 70% des besoins de chauffage du logement sur l'année. Donc voilà, on a ce minimum de 70% qui peut être contraignant dans certaines occasions, notamment sur les passoires énergétiques et dans des zones froides, mais qui est bon, globalement qui doit pouvoir être respecté avec une PAC de puissance 40 à 60% de déperdition de base, de la température de base, comme je l'ai dit. Mais en moyenne, on a des taux de couverture qui sont supérieurs et qui peuvent même dépasser 90% hein, dans les cas plus Ok. favorables. Voilà. Avec du plancher chauffant, par exemple, Ah, enfin voilà, des exactement, émetteurs basse exactement. température. Oui, et ça, c'est Ok. quelque chose qui n'est pas trop pris en compte dans le DPE. Hein, donc, vous voyez, les COP des PAC sont quand même distingués entre le type d'émetteur plancher-plafond et autres, donc typiquement les radiateurs. Mais ce qui est quand même dommage, c'est qu'il n'y a pas de distinction selon le régime de température. Et là, sur radiateur, on peut être sur de la haute température comme sur de la basse température. Et il n'y a pas cette distinction-là dans le DPE. Donc, c'est quand même encore un autre problème du DPE, bon, même si effectivement, on comprend bien qu'il faille rester sur des choses assez simples. En tout cas, moi, j'ajouterai un autre argument en faveur de la PAC hybride, c'est la fiabilité, quoi. Alors oui, effectivement, j'en ai pas Après, parlé. c'est pas forcément évident Ouais. à développer, quoi, mais en tout cas, dans la réalité, il y a plus de soucis de fonctionnement sur les PAC.
Oui, alors finalement, il y a 2 avantages sur ce plan-là. Il y a le fait que, si un des 2 équipements tombe en panne, quand même, on peut poursuivre, avec l'autre équipement. Donc En plus, typiquement, ouais. si la PAC tombe en panne, la chaudière peut, le temps qu'on fasse les travaux nécessaires, couvrir les besoins. Donc ça, c'est quand même une sécurité, on va dire. Et puis effectivement, il y a aussi cet avantage que dans une PAC hybride, on fait fonctionner la PAC dans la zone où elle est la plus pertinente et en évitant de la faire cycler, etc. En revanche, dans une PAC électrique, là, la PAC doit fonctionner aussi dans des régimes où elle est moins performante et visiblement l'usure est quand même plus fort. Voilà, donc effectivement, les fabricants disent que les durées de vie réelles des packs LX sont quand même a priori inférieures aux 17 ans qui sont affichés notamment dans les fiches C2E. Et donc, je ne sais pas si vous avez lu, il y a un article du FC Que Choisir, enfin de la revue Que Choisir là, de février, qui dit que voilà, sur un échantillon de 1600 personnes qui ont installé des packs, notamment en 2020, il y en a un tiers qui sont déjà tombés en panne, les packs installés en 2020, donc c'est les packs électriques. Donc ça donne une idée quand même des défaillances assez importantes sur les packs élec qui normalement ne devraient pas se voir dans ces proportions sur les packs hybrides. Ok, merci. Voilà, j'ai pris un peu de temps, désolé. J'espère avoir répondu à peu près à toutes les questions, mais donc du coup, je vous laisse prendre la suite avec la présentation de l'outil Thermix. Oui, donc on va essayer de faire vite. On va s'intéresser à un cas de logement individuel, une maison RT 2005 où on va faire une rénovation des systèmes seul. On va dans une maison de 120 mètres carrés avec 4 occupants. Donc, on prend une hypothèse de besoin de chauffage de 8150 kWh par an, un besoin en eau chaude de 2600 kWh. Ensuite, on va comparer donc 4 solutions. Donc, je vous propose de prendre une première solution où on va être sur une chaudière à condensation classique. Ensuite, donc sur le système d'eau chaude, on va prendre le même système que la chaudière. Voilà. Pas de système de chauffage complémentaire. Une deuxième solution avec une PAC hybride et avec une chaudière gaz condensation. On va également et donc on part sur une part de production sur le système PAC de 80% et de 20% sur le gaz. Donc c'est les hypothèses pour une zone H1. On va également lui ajouter l'utilisation d'électricité verte et une utilisation de biométhane. Voilà, et on a un système d'eau chaude, pour le coup, dans notre hypothèse qui sera le même. On a une troisième solution avec... alors, là, l'idée, c'était de prendre un poêle à granulés. Si on est peut-être un peu trop sur la puissance, là, ça va être un peu... Ouais, un poêle à granulés et un chauffe-eau électrique. On considère qu'on est sur une maison de RT 2005 et qui a un investissement qui va être un peu plus important parce qu'il faudra qu'on prenne un circuit hydraulique. Ouais, plutôt une chaudière à granulés, donc tu as raison. Chaudière à bois granulé. Et donc là, c'est bon, oui. Et j'ai bien fait peut-être la production avec la chaudière. Ouais, on parle là-dessus. Et une solution 4 avec une PAC classique en RO. Voilà, et on va utiliser une électricité verte dans cette solution-là, et on va aussi utiliser
du gaz vert dans l'option condensation pour qu'on puisse comparer toutes les solutions. Et donc là, ce dont on s'aperçoit, c'est que la solution avec la solution en pack hybride, hein, qui est la deuxième solution, va être un peu plus intéressante que la solution en pack électrique classique. Et on va voir la solution bois qui va être plus importante du fait du delta d'investissement qui est important. Après, tout ça, c'est à moduler aussi sur la partie investissement, où on va avoir une part d'investissement qui sera sûrement à valoriser davantage sur les deux solutions, hein, avec la PAC hybride qui va être un petit peu moins chère, normalement un petit peu moins cher au regard de ce qui a été observé que la PAC classique. Et donc, c'est des packs qu'il faut aussi des tarifs qui ont tendance à augmenter ces derniers temps et qui ne sont pas forcément les mêmes sur l'ensemble du territoire. Donc là, avec Thermic, vous avez cette comparaison-là et puis la possibilité pour ceux qui font partie de la communauté Mixer de pouvoir produire ensuite une version PDF avec un rapport détaillé, avec les données qu'on retrouve ici, hein, également en données de comparaison. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ou des ajouts, des compléments? Est-ce que le prix des énergies intervient beaucoup sur le comparatif des coûts de revient? C'est toujours le problème dans ce type de simulation. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre le prix des énergies tel qu'il est publié, mais on va ensuite, quand on va se projeter sur 20 ans, on va utiliser les augmentations de prix de l'énergie sur les 20 dernières années en hypothèse. Autrement dit, là, le fait qu'on ait eu une très forte augmentation ces derniers temps, elle n'est pas intégrée dans une projection à 20 ans. On va s'intéresser sur les 20 dernières années. Donc, on aura une tendance à peut-être à minorer. Ok. Voilà. Après, on n'est pas Madame Irma, mais libre à vous aussi au niveau des hypothèses de pouvoir se dire, ben, voilà, si j'ai une augmentation de l'énergie qui est plus importante que ce qui s'est passé sur ces 20 dernières années, ben, vous l'augmentez, vous voyez comment ça impacte. Sachant que dans un contexte où on va avoir une forte augmentation du coût de l'énergie, ben, finalement, la part de l'investissement va se retrouver de plus en plus, va être moins impactante. Et c'est vraiment la question de la consommation qui va jouer. Ouais. Sûrement à la faveur du bois, éventuellement. Ouais. Ok, merci. Et oui, et puis aussi à noter, là, dans l'hypothèse, on n'a pas pris en compte les aides financières, hein, qui sont mobilisables. Donc après, ça peut aussi faire varier. Sur sur la question aussi des questions d'ENR, sur la pompe à chaleur, une des subtilités de Thermix, c'est de comparer la performance de l'installation elle-même par rapport à la performance par rapport au coefficient de conversion énergie primaire, énergie finale de l'ELEC. Donc on va considérer qu'on a une production de NR au-delà du coefficient de conversion. Bonjour, Julien de la Serra. J'ai deux questions, moi, une qui concerne les packs et une peut-être un peu plus générale que je pourrais poser à la fin, qui s'adresse peut-être plus à Michel sur la présentation du début. Pour les packs hybrides, là, est-ce que vous avez des partenariats avec des réseaux d'installateurs au niveau national qui interviennent dans la rénovation? Je sais pas, je pense à Illico Travaux, Cosinergie ou même Dorémy en fait. Voilà. Et est-ce que vous êtes intégré dans ce type de réseau? Et sinon, comment trouver des installateurs qui proposent des packs hybrides? Alors, c'est Michel, pour trouver les installateurs qui connaissent les packs hybrides, il faut aller sur le site de Professionnels du gaz.
Et là, il faut cocher tout simplement sur la droite, trouver un PG. Et vous mettez la ville sur laquelle vous êtes. Et du coup, il va vous sortir en fait tous les. Alors, on peut cocher pack hybride et de toute façon, les installateurs vont être affichés sur la gauche et ça sera marqué mention pack hybride. Et c'est les professionnelsdugaz.com. Après, éventuellement, si vous avez l'habitude, alors nous, on a les partenaires, les plombiers chauffagistes sont animés chez nous par des personnes de GRDF. Si vous travaillez sur une collectivité avec un ou deux plombiers chauffagistes habituellement et que vous voulez plutôt rester avec eux et qu'ils ne connaissent pas la PAC hybride, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et dans ces cas-là, nous, on pourra toujours les animer, les faire rentrer dans notre réseau de partenaires, leur donner de l'information, etc. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter si vous avez l'habitude de travailler avec certains plombiers chauffagistes. On ne vous impose rien du tout. Nous, c'est simplement ceux avec lesquels on a l'habitude de travailler, du coup, à qui on a donné toutes ces informations. Mais vous pouvez travailler avec d'autres, bien entendu, et nous, on peut les sensibiliser, les former, quoi. Et ça nécessite un RGE PAC et un RGE, enfin un double RGE ou comment? RGE PAC, ça suffit apparemment. Okay. PAC. On avait une dernière question qui était savoir sur une PAC hybride fonctionne aussi avec du propane. Alors, on n'est pas spécialiste du propane, mais ça doit être possible. Après, je ne sais pas si c'est un équipement qui est vraiment développé. Je crois qu'on en avait un petit peu discuté avec France Gaz Liquide, qui avait l'air de dire que c'était pas un équipement qui était réellement promu par la filière propane. Mais ça doit être faisable. Alors, on me dit que ça existe et qu'il y en a qui les posent, ouais. Ok. Eh bien, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Merci à toutes et tous pour cette participation. N'hésitez pas à nous faire des mails si vous avez besoin d'informations complémentaires. On va mettre en ligne la vidéo et on mettra les liens qui ont été communiqués sur le chat, notamment pour pouvoir retrouver les professionnels. Merci à toutes et tous d'avoir participé et donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur Thermix, vous avez le site thermix.org et sur Mixer, le site mixer.solution, solution avec un S. Voilà. Je vous remercie à tous. Et mes coordonnées peut-être si besoin, je ne sais pas si tu les laisses. Donc, si vous voulez contacter Michel, je ne sais pas si je les mettrai sur YouTube, Michel. C'est risqué quand même. Non, pas sur YouTube, mais si vous voulez avoir des informations sur les gaz verts et connaître, on va dire, vos interlocuteurs dans chaque région, mais vous pouvez passer par moi. Donc, c'est Michel Bazin, B-A-Z-I-N. Michel avec un seul L, voilà. @grdf.fr. Merci bien. Merci. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.